Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire premier d'Advaes sur les enjeux énergétiques et les émissions de GES des acteurs de la tech. Je suis Emmanuelle Olivier Paul, présidente fondatrice d'Advaes, et j'ai à mes côtés Abderrahmane Khaïfa, analyste stratégique qui va prendre le relais de l'introduction pour vous donner des éléments de cadrage sur justement ces sujets énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre très spécifiques en fait à notre secteur et à notre écosystème de la tech. Alors, nous avons une demi-heure, donc c'est un temps très court. C'était souhaité de notre part. On va essayer d'aller à l'essentiel pour vous présenter donc des résultats de nos analyses et de nos études sur cette thématique. Alors, peut-être quelques éléments de rappel et de cadrage que vous connaissez. Il y a des statistiques que vous avez qui sont émises par d'autres organismes plus institutionnels pour certaines d'entre elles et pour certaines de ces organisations. Ce qui est un constat que vous connaissez tous, c'est que le numérique a un impact grandissant au niveau de l'environnement. Là, les dernières statistiques qui ont été produites par l'ADEME-l'ARCEP donc, évaluent toujours à 3 à 4% la part du numérique dans les émissions mondiales de GES. Et ça pourrait atteindre plus de 10% en fait, d'ici 2050, donc c'est presque un x3 sur les tendances qui sont mentionnées. On va les retrouver, vous allez voir, dans notre statistique, et c'est au-delà, bien sûr, des émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres éléments qu'on ne va pas développer ici, mais le stress hydrique sur les matières premières, les pollutions induites. Donc c'est un ensemble d'éléments. On est dans un système, dans des impacts qui sont systémiques, avec beaucoup d'interactions et d'interdépendance entre ces différents sujets. Une autre statistique qui a été mise à jour dernièrement au niveau mondial, c'est l'évolution de la consommation électrique des data centers. C'est l'IEA qui a mis à jour cette statistique. En 2024, elles sont estimées à 415 TWh pour passer à 945 TWh en 2030. Donc là aussi, on voit pratiquement un doublement des consommations électriques mondiales spécifiquement liées aux data centers. Et ce qu'on va retrouver, c'est que, comme je l'ai dit, au-delà de ça, il y a des intervenances avec des KPI qui sont très spécifiques à notre secteur et qui vont aussi avoir, je dirais, des impacts sur le pilier S, donc social et sociétal, et le pilier G, qui est lié plus particulièrement à la gouvernance. De ces statistiques de cadrage, qu'est-ce qu'on a plus particulièrement aussi relevé et que vous connaissez? La spécificité du numérique, c'est qu'il est intégré dans toutes les activités, les processus et les services des organisations. Donc, cette diffusion vraiment partout dans notre quotidien, que ce soit personnel et professionnel, rend relativement complexe les évaluations qui sont effectivement réalisées en ce qui concerne particulièrement ces impacts. Bien sûr, comme je l'ai dit, il fait face à des enjeux environnementaux et sociétaux. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, on parle de plus en plus de résilience qui est associé, c'est un terme éventuellement qu'on pourra revoir ensemble à une autre occasion. Et certains enjeux vraiment lui sont propres et font appel à des KPI qui sont spécifiques. Donc avoir une approche globale, je dirais, sans prendre en considération ces spécificités, peut faire que surtout dans les actions et les leviers d'action plutôt à activer, on peut avoir des effets qui vont être contre-productifs ou qui ne vont pas avoir plutôt les résultats escomptés. Un autre point que toutes vous et tous vous connaissez, c'est qu'il nous manque des données pour évaluer précisément ces données d'impact et apprécier ces KPI et surtout les comparer sur de mêmes bases. Donc, on va voir que dans nos méthodologies, on a essayé non pas de comparer, je dirais, de manière en valeur absolue, ce qui parfois n'est pas représentatif, mais plutôt regarder les progrès, ce qui est un petit peu différent en fait, et qui nous permettait d'avoir à un moment donné des éléments de comparaison plus objectifs vis-à-vis des entreprises que nous avons analysées. Et puis, il faut tenir compte de l'évolution rapide des innovations, notamment l'IA. On ne peut pas effectivement en faire fi aujourd'hui, et vous allez voir qu'on va vraiment, à partir de 2023, un décrochage. Et le manque de cadre normatif qui complexifie l'exercice d'appréciation. Quand je dis le manque de cadre normatif, notamment, c'est dans les évaluations, même s'il y a des progrès, il y a des initiatives qui vont vers des référentiels, notamment d'évaluation d'impact, pour que quand l'évaluation d'impact est effectuée, on puisse prendre en fait les mêmes bases en fait dans ces évaluations.
Et on ne peut pas le mettre, faire fi en fait, du contexte géopolitique actuel, hein, qui, depuis fin 2024 et début 2025, intensifie les tensions, notamment sur la partie énergétique, terres rares et matières premières. Donc ça, c'est quelques éléments de cadrage. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez ADS, juste pour comprendre? Nous faisons de la market intelligence, et cette market intelligence peut aider à résoudre une équation complexe qui est celle de la finance, de l'ESG, des innovations, des tendances de marché et réglementaires aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va délivrer? C'est qu'avec nos données, on va pouvoir objectiver des actions, des résultats, des progrès. Et plus particulièrement, nous, notre focus, ce sont les acteurs de la tech. Donc, ça passe par des bases de données de KPI. Donc là, on va exploiter sous certains formats et vous donner des éléments de cadrage à travers ce webinaire, des baromètres, des observatoires, des classements aussi que vous allez voir dans cette présentation. On peut aussi effectuer des notations, alors évaluation au sens des évaluations des actions des prestataires, hein, pas d'évaluation d'impact ici, ce n'est pas notre rôle. Des matrices de positionnement, on en verra une à la fin de cette présentation, des benchmarks, des cas d'usage, et bien sûr tout ça passe par une veille régulière et aller sur le terrain, ça c'est très important parce que c'est à travers aussi le terrain qu'on peut remonter des éléments d'information qui vont nous permettre d'orienter à un moment donné les axes de nos analyses et les conforter elles aussi. Donc, ces données vous permettent en fait de conforter, de compléter, de challenger, d'évaluer, de comparer, d'accompagner certaines de vos missions, certaines de vos actions, certains de vos projets, en fin de compte, qui sont liés au sujet, donc ESG, lié spécifiquement à la tech. Plus particulièrement là, donc on va tirer parti d'une de nos bases de données qu'on a créée en 2021. En fait, le lancement de cette base de données a été lancé en 2021. C'est le fruit en fait de missions spécifiques. On a à un moment donné décidé de dire comment on peut nous-mêmes optimiser et accélérer nos missions auprès de nos clients. Et c'était de mettre en boîte, il y a des données plus particulièrement. Alors il y a encore pas mal de trous dans la raquette. Aujourd'hui, on a 20 000 données qui sont plutôt portées sur les indicateurs environnementaux et premier niveau sociétaux, qui portent sur 90 prestataires qu'on analyse. On va arriver à une centaine d'ici la fin de l'année et on en suit 150 en veille régulière. Et ça a donné naissance donc, de ces données-là. Alors, on peut y accéder sous forme de DataVis, en fait, à travers notre plateforme. Mais nous, après, on va les manipuler et en sortir des rapports, dont, là, je vais passer la main maintenant à Deraman pour expliquer justement ce qu'on a pu faire aujourd'hui à travers, effectivement, avec l'aide de ces données. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour bien éclairer les dynamiques récentes des prestataires du numérique en matière de réduction de l'impact environnemental, nous avons décidé de faire deux analyses de classement. Donc, un premier qui concerne l'intensité carbone et un deuxième qui concerne l'intensité énergétique. Donc, ces deux analyses que nous avons choisi, sur ces deux analyses, nous avons choisi de travailler sur la progression entre 2021 et 2023 pour ces deux ratios. Donc, pour l'intensité carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre exprimées en temps métrique d'équivalent CO2, rapportées au chiffre d'affaires de l'entreprise exprimé en millions d'euros. Et pour l'intensité énergétique, c'est la consommation énergétique exprimée en mégawattheures par rapport au chiffre d'affaires toujours exprimé en millions d'euros. Déjà, pourquoi on a choisi de travailler sur une évolution entre 2021 et 2023 ? C'est parce que d'abord, il faut lisser les variations ponctuelles ou atypiques qui peuvent arriver d'une année à une autre. Et pourquoi nous avons choisi de travailler sur l'intensité énergétique et non pas la consommation ou bien les émissions de gaz à effet de serre en global, c'est pour tenir compte de la croissance économique des acteurs, parce qu'on sait très bien dans la tech, il y a certains secteurs qui ont une forte croissance par rapport à d'autres. Donc, pour tenir compte de cette croissance, on a choisi de travailler sur des ratios rapportés au chiffre d'affaires. Donc, l'objectif est d'évaluer l'effort réel, mais aussi régulier de réduction d'impact de ces acteurs. Après, pour cette analyse, nous avons un échantillon qui est assez représentatif, déjà parce qu'on a 90 prestataires de différents sous-secteurs, on peut dire, allant des ESN jusqu'aux prestataires du cloud. Et après, on a 70% des entreprises du top 20 mondial de la tech. Et aussi, si on prend par exemple les ESN, on a 85% des ESN du top 20 au niveau de la France. Donc, c'est une bonne représentation pour bien comprendre ce qui se passe dans le secteur.
On a fait ce choix-là de démarrer par les plus gros parce qu'effectivement, là, les acteurs qu'on a analysés représentent 67% grosso modo de la dépense informatique mondiale. C'est un prisme, déjà, parce que les données de ces acteurs-là sont souvent ramenées au niveau de leur activité globale. Donc déjà, c'était un élément important à tenir compte au niveau méthodologique. Et deux, on a donc du coup une vue assez représentative en fait, du secteur, en partant du principe que le travail fait sur ces grands acteurs, qui représentent 67% de la dépense informatique mondiale, à un moment donné, on peut le transposer en fait, au reste de l'ensemble, pas au reste, mais à l'ensemble de l'activité du secteur de la tech. Exactement. Donc, passons maintenant aux résultats de cette analyse et commençons d'abord par l'intensité carbone. Donc, premier constat, c'est au niveau de la transparence et de la communication. Déjà, on peut constater que seulement 59% qui ont communiqué sur les émissions de gaz à effet de serre sur les 3 années, 2021, 2022 et 2023. Les autres, c'est soit ils ont publié en 2021 et en 2022, mais ils n'ont pas encore fait l'exercice en 2023, peut-être ils vont le faire après, ou ils ont commencé seulement à partir de 2022, donc ils ont fait l'exercice pour 2022 et 2023. Alors que 19%, c'est d'autres cas particuliers, soit sur une communication sur une seule année parmi les trois, soit pas de communication. Après, juste pour donner un ordre de grandeur, pour l'année 2023, pour 59% des prestataires analysés, les émissions de gaz à effet de serre s'élèvent près à 500 millions de MTCO2. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un pays comme la France. Donc, c'est vrai qu'on travaille toujours avec des ratios et on n'arrive pas à comparer. Donc, c'était un bon exercice de prendre un petit peu un ordre de grandeur pour voir combien cela représente par rapport à un pays comme la France. Donc, c'est 78%. Donc, c'est assez énorme. Passons maintenant à l'évolution de l'intensité carbone entre 2021 et 2023. Donc, comme on peut le constater déjà, il y a une baisse entre 2021 et 2022, que ce soit au niveau market-based ou location-based. Et après, entre 2022 et 2023, c'est plutôt une stagnation au niveau location-based, alors qu'on note une légère baisse au niveau market-based. Cela peut s'expliquer par les efforts mis en place par les acteurs pour baisser leurs émissions en 2022. Mais comme on peut le constater, ils ont eu du mal à conserver cette tendance baissière entre 2022 et 2023. Un petit rappel aussi par rapport au scope 3, qui représente entre 33% et plus de 99% dans l'empreinte carbone en 2023 de ces prestataires qu'on a analysés. Donc, généralement, le scope 3, c'est celui qui représente la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre. Alors, déjà, on peut dire que pour ceux qui ont des ratios, on peut dire, plus faibles de 30%, c'est des opérateurs de cloud ou de data center, alors que ceux qui ont une part très importante, c'est des prestataires de services du numérique. Je rajouterai en fait juste pour la partie location base et market base, on ne va pas rentrer dans les détails sur voilà, derrière en fait au niveau des terminologies, des définitions, vous les aurez dans les rapports où on vous mettra les liens auxquels vous pourrez effectivement y accéder avec le replay de ce webinaire. Il y a encore, je dirais, une grande majorité de prestataires analysés qui ne communiquent pas en location base. On privilégie en fait ce type d'évaluation, mais elle est loin d'être généralisée. On voit néanmoins une tendance à progressivement quand même la communiquer. Certains aussi ne peuvent communiquer que sur de location base. Donc, c'était un exercice assez compliqué, ce qui explique qu'on vous ait donné ces deux éléments et ces deux évolutions, location base et market base, parce que tout simplement, certains communiquaient sur l'un ou sur l'autre. Donc, il était nécessaire en fait de faire une distinction et de pouvoir présenter les deux cas de figure. Exactement. Donc, de cette analyse générale, on a fait des classements pour mieux apprécier les efforts de ces prestataires. On a fait des classements qui sont généraux, que ce soit, par exemple, pour ceux qui communiquent seulement en market-based ou ceux qui communiquent seulement en location-based. Et après, on a fait aussi des classements par type d'acteurs, ça veut dire pour comparer seulement les ESN, comparer seulement les opérateurs de cloud. Et
comme on peut le constater, il y a pas mal d'entreprises qui ont pu réaliser de très bons résultats en matière de réduction, comme Worldline, par exemple, qui sont venus en tête du classement général. En effet, l'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux depuis 2016 pour réduire 25% de ses émissions sur les scopes 1 et 2 en 2025 par rapport à 2019. Et cela à travers plusieurs actions telles que la transition vers le cloud, l'éco-conception des produits IT, la rénovation des bâtiments, etc. Après, vous pouvez faire la demande pour avoir ce classement. Oui, tout comme je l'ai dit, précisé tout à l'heure, en fait, le rapport de classement où on vous a juste fait des extraits, hein, on ne peut pas rentrer intégralement dans le détail, on dépasserait les 30 minutes, sont accessibles en ligne et on vous remettra les liens associés. Exactement. Donc, ce qu'on a fait pour les émissions de gaz à effet de serre, on l'a fait pareillement pour la consommation énergétique. Et déjà, premier constat, comme on l'a fait pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est de commencer par la communication et la transparence de ces acteurs. Donc, comme on peut le constater, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre ou pour la consommation énergétique, c'est à peu près les mêmes chiffres. Par exemple, sur la consommation dans les 3 années 2021-2023, ici, on a 58% seulement des prestataires qui communiquent sur les 3 années, alors que sur les émissions de gaz à effet de serre, on avait 59%. Alors que la seule particularité, c'est que sur la consommation énergétique, on a plus d'entreprises, c'est 27%, qui ne communiquent pas de façon régulière sur ces données. Donc, c'est soit sur une seule année parmi les 3, soit pas de consommation, pas de communication du tout sur la consommation énergétique, ce qui reste quand même énorme, 27%. Et pour continuer, parce que là, on est juste sur les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques. Vous avez compris qu'on suit d'autres indicateurs, la consommation en eau, les déchets. Et dès lors qu'on cible ces autres indicateurs, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va avoir peut-être sur l'eau, je pense qu'on est autour de 40 à 50%, si ce n'est pas plus, qui ne communiquent pas du tout sur leur consommation et ou leur usage de l'eau. Donc, ça pose aussi des questions de pouvoir sortir ce même type d'exercice-là. Mais on va regarder, on a la matière en fait pour pouvoir le faire. Et je pense qu'on va, d'ici la fin de l'année, pouvoir aller aussi creuser ces autres indicateurs de la même façon qu'on le fait pour cela. Je te laisse peut-être parler sur la consommation énergétique et le cumul, ou tu veux que je prenne en fait, Abderrahmane? Oui, alors juste pour valider ici sur la consommation énergétique, donc là on a cumulé sur ces 52 prestataires qui ont été analysés et qui disposent donc de données sur les 3 années, ce qui nous permet d'avoir une comparaison, je dirais, sur le même nombre de prestataires. On voit que la consommation énergétique a augmenté en valeur absolue entre 2021 et 2023, c'est plus 18,5% de croissance, donc on est largement au-dessus, et les statistiques jusqu'ici, on va retrouver même ailleurs. Et si on lisse, on va dire, quelque part, en moyenne annuelle, on est à plus 8,9% de croissance. Le secteur du numérique est l'un des seuls secteurs aujourd'hui d'activité qui n'arrive pas à réduire sa consommation énergétique. C'est un fait juste qu'il faut mettre en perspective. Et surtout, c'est cette croissance, et on voit très bien le décrocher, on doit avoir un petit peu plus avec l'intensité énergétique. Il arrive à partir de 2023. Donc, je vous rappelle, l'intensité énergétique, c'est le ratio en fait, de la consommation énergétique sur le chiffre d'affaires. Ces acteurs-là, pour certains d'entre eux, ont une croissance en termes d'activité qui est assez dynamique, ne serait-ce que les opérateurs de cloud, par exemple, et notamment ceux qui aujourd'hui proposent des solutions d'IA. On voit qu'en fait, ils ont maintenu cette intensité énergétique entre 2021 et 2022, autour le ratio donc moyen, c'est 79 MWh par million d'euros de chiffre d'affaires, et on voit le décrocher en fait en 2023. On peut difficilement parfois faire des liens de cause à effet, mais là, je pense qu'on peut le faire parfaitement avec l'arrivée des grands modèles d'IA en fait en janvier 2023. Donc, il y a une forte corrélation. On n'a pas encore les données 2024, elles sont en train de sortir. Donc, on pourra mettre à jour ces données-là avec les données de 2024 pour voir comment la tendance, en fait, j'augure, je dirais quelque part, pas une tendance relativement bien positive et que ça va être difficile aujourd'hui, vu les signaux tels qu'ils ressortent, en fait, et les différents indicateurs qu'on peut avoir du terrain, vont être plutôt justement sur une intensité énergétique qui va encore augmenter sur la période 2024. Donc, stabilité entre 2021 et 2022. Et puis, si on regarde l'intensité vraiment énergétique, ça reste autour de 8% de croissance entre 2022
et 2023. Donc là, on voit ce gap sortir. Et effectivement, ce qu'on note, en revanche… Exactement. Le constat qu'on a fait, c'est aussi qu'il y a des variations importantes selon les profils de prestataires analysés. Si on prend par exemple les ESN, ils ont arrivé à faire une réduction de 11% entre 2021 et 2023. Donc, cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà parce que les ESN, ils ont un modèle qui est assez light, donc peu d'infrastructures lourdes, donc peu ou pas de data center. Et aussi, ils ont beaucoup de services qui sont externalisés. Après, ces acteurs, ils ont fait beaucoup d'efforts d'optimisation, que ce soit pour le déploiement massif du télétravail ou bien pour la rationalisation des bureaux aussi, mais aussi parce qu'ils ont une maturité en matière de sobriété numérique qui est assez croissante, parce qu'ils sont les premiers à appliquer les best practices recommandées aux clients. Ils s'appliquent ça à eux-mêmes, donc ça les aide aussi à diminuer leur impact énergétique. Après, aussi, il y a les éditeurs de logiciels. Même constat, c'est une réduction de 8,3% entre 2021 et 2023. Alors, pour les éditeurs, cela peut s'expliquer par la transition vers des offres en mode SaaS, hébergées en externe, mais aussi une rationalisation du code et une meilleure gestion d'infrastructures. Donc, on a de moins en moins de serveurs physiques. Après, si on prend les fabricants de matériel et de processus, donc ils font face à une hausse de volume de production et ils ont du mal à faire une transition énergétique. Donc, la transition énergétique, il est plus longue. Et pour les opérateurs de data center et de cloud, donc comme l'a bien précisé Emmanuel, il y a une explosion de la demande de services de cloud et d'IA, et une croissance exponentielle des infrastructures avec une inertie énergétique des data centers. Même optimiser les besoins augmente aussi vite que les gains d'efficacité. Et on a fait le même travail qu'on a fait pour les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à un classement des acteurs de la tech par rapport à la consommation énergétique. Donc, il y a un classement général et après des classements par type d'acteurs. Comme on peut le constater. Après, si on voit dans le top 10 ou le top 15 des entreprises qui ont pu réaliser les baisses les plus significatives au niveau de la consommation énergétique, on voit que c'est généralement soit des ESN, soit des prestataires de services ou des éditeurs de logiciels qui ont plus, on peut dire, d'opportunités pour baisser la consommation énergétique par rapport aux autres éditeurs. Merci Abdelrahman. Donc là, maintenant, l'étape, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la manière de présenter certains résultats. En fait, on essaie de regarder, de manipuler les données, de voir si effectivement il peut y avoir des liens entre l'indicateur, par exemple ici, d'intensité énergétique et d'intensité carbone. Donc, on a fait un petit exercice sur les entreprises de services du numérique, des ESN, pour positionner, donc, comme je viens de l'évoquer, sur deux axes, l'évolution de leur intensité énergétique sur la période 2021-2023 et sur l'autre axe, l'évolution de l'intensité carbone, donc en croissance moyenne annuelle, ce qui permet effectivement ce que je dis entre guillemets de lisser sur cette même période 2021-2023. Donc là, il faut avoir une lecture un peu inversée de ce qu'on voit d'habitude des matrices de positionnement, puisque c'est, je dirais, le rectangle en bas à gauche qui va être le plus vertueux, on peut dire, et que c'est en haut à droite, la zone qu'on voit en rouge, rosé, rouge pâle, qui va être le moins bon, je dirais, le moins bon positionnement. Et puis, on a ces deux zones qui sont en orogé, donc en bas à droite et en haut à gauche, qui, on peut dire, sont des zones où encore il y a des axes de progrès à réaliser. Alors après, on peut rentrer de manière un peu plus dans le détail pour expliciter voilà, les raisons pourquoi certains vont se retrouver dans cette zone verte, d'autres qui sont dans ces zones orangées plus particulièrement. Le signe positif, c'est qu'il n'y en a aucun dans la zone rouge. Donc ça, c'est parmi les sociétés que nous avons analysées. Là, si on prend l'exemple de Wavestone, que vous voyez qui est le point noir, en fait, complètement à l'extrême droite en bas. Donc, il y a eu, donc Wavestone apparaît dans le top
mais je crois qu'il est en tête, en fait, de notre classement sur la réduction des émissions, pas des émissions de gaz à effet de serre, mais de l'intensité carbone, pardon, sur la période 2021-2023. Donc ça s'explique par des efforts et des actions vraiment au niveau mondial qu'ils ont réalisés dans leurs différents bureaux pour optimiser justement les systèmes énergétiques, réduire cette consommation-là, déménager, même dans certains cas, sur des bureaux justement qui soient à plus faible impact au niveau énergétique, un travail aussi sur la climatisation dans les bureaux, moins de surface qui est allouée par collaborateur. Voilà, c'est tout en fait un programme qui a été mené au niveau mondial. Et donc, il y a eu ces effets très clairement, puisqu'on le voit ici, qui se traduit par une baisse significative de l'intensité carbone. Vous avez ces éléments-là qui sont explicités dans le rapport CSR. En revanche, on voit que ça n'a pas obligatoirement eu un effet sur les émissions de gaz à effet de serre, peut-être pour différentes raisons, parce qu'il y a sans doute encore une part importante, et on le sait notamment sur les ESN, sur ce fameux scope 3 qui est porté par les voyages d'affaires et aussi tout ce qui va être lié au numérique responsable, c'est-à-dire qu'aux bonnes pratiques de l'usage de l'IT interne pour faire fonctionner, j'allais dire, les opérations au quotidien en tant qu'ESN. Donc là, peut-être qu'il y a des leviers encore sur lesquels Wavestone, même les autres, peuvent activer, qui ne sont pas encore au maximum aujourd'hui de ce qui peut être réalisé ou effectué. Sachant qu'on est sur un sujet qui est relativement jeune, il y a beaucoup de fruits qui vont qui sont récoltés, on va dire, un petit peu en décalé. Nous, on a une certaine bienveillance aussi dans l'analyse qu'on effectue. Il y en a qui ont démarré plus tôt, donc qui peut-être possiblement vont avoir déjà eu des résultats optimum. Donc après, réduire encore plus, ça devient un petit peu plus compliqué. Je pense que progressivement, ça va se formaliser puisque les entreprises vont se retrouver à des niveaux à peu près équivalents. Et on va avoir, là, on voit qu'on a quand même des variables assez importantes. D'un côté, du plus 15%, enfin pas tout à fait, on a 12%, du moins 20%. Donc, on a vraiment des amplitudes, en fait, en termes des évolutions qu'on a constatées. Ces amplitudes-là, il faut progressivement, en fait, se réduire, ce qui pourra aussi indiquer qu'on est arrivé à une certaine forme de maturité aussi sur le sujet, ce qui n'est pas le cas encore, je le pense, pour notre secteur de la tech. Il y a encore du travail à faire, j'allais dire, mais restons optimistes. Ce travail est enclenché. L'idée, c'est de pouvoir le généraliser, en fait, aujourd'hui, au plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On arrive à 12h30. On a tenu les 30 minutes. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. On va les prendre. On vous y répondra en décalé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas d'aller sur notre site web, mais surtout de suivre notre page LinkedIn, puisqu'en général, c'est sur cette page qu'on publie un certain nombre d'informations et qu'au fil de l'eau, vous pouvez même accéder en direct aux données qu'on vous a partagées aujourd'hui. Très bonne journée à tous et à toutes.